Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Cryptost Academy pour une nouvelle vidéo d'analyse on-chain. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va effectuer la continuation du suivi de l'activité on-chain qu'on a fait la semaine dernière. Je vous invite à aller voir l'analyse en question si vous ne l'avez pas encore consultée. Et aujourd'hui, on va faire un opus focus sur le Lightning Network. On va essayer d'observer en fait qu'est-ce qui se passe sur la surcouche de Bitcoin qui permet de faire des paiements instantanés avec des prix particulièrement bas. Bien sûr, n'hésitez pas, si vous appréciez le contenu, à vous abonner, activer la petite cloche pour ne rien louper de nos prochaines vidéos, de nos prochaines analyses, de nos prochains contenus. Vous appréciez de plus en plus ce que fait Koban, c'est vraiment très très cool le support que vous lui offrez. Donc merci beaucoup à tous et n'hésitez pas à continuer de soutenir et à partager autour de vous. Ça nous donne énormément de force. Aujourd'hui, on va pas faire d'analyse de marché en soi. Ça fait déjà depuis la semaine dernière qu'on s'intéresse pas trop au marché parce qu'on a déjà suffisamment décrié ce qui se passait et la situation n'a pas particulièrement changé. Le niveau des 100 000 tient toujours autant d'ailleurs. Et donc, il n'y a pas vraiment besoin actuellement de s'attarder là-dessus. Je ferai certainement un retour la semaine prochaine sur l'analyse de marché. Mais aujourd'hui, on va encore s'intéresser à l'activité on-chain. On va s'intéresser aux différentes couches d'infrastructures qui existent sur le réseau de Bitcoin. C'est intéressant de faire un petit peu de fondamental aussi. Et donc, on va s'intéresser au Lightning Network. Donc, je ne vais pas passer sur le prix actuellement, hein, voilà. Le graphique parle de lui-même, je n'ai pas besoin de développer davantage. Je tiens à vous faire un petit disclaimer en début de vidéo sur le fait que le Lightning Network est un réseau qui est difficile à mesurer en termes d'activité. C'est pas facile de savoir exactement ce qui se passe sur le Lightning Network pour différentes raisons que je vais évoquer, que vous pouvez déjà voir à l'écran. Hein. Il vous suffit de mettre pause et de lire ce qui est écrit ici dans le petit disclaimer dans la barre rouge, vous allez comprendre très très vite. Mais sachez que les informations que je vais vous présenter sont des informations qui sont partielles. C'est difficile de vraiment savoir avec précision tout ce qui se passe sur le Lightning Network et donc on ne peut pas avoir un signal d'activité on-chain vraiment fidèle de ce qui se passe sur le Lightning Network. C'est plutôt un avantage d'un certain point de vue parce qu'il y a un certain degré d'obfuscation qui peut aussi venir avec cet outil, ce qui peut être un outil de protection de la vie privée et autres. Donc ça peut aussi avoir ses avantages. Mais du coup, un des inconvénients, c'est qu'on n'est pas capable vraiment de performer d'analyse on-chain sur, notamment en termes d'activité, sur le Lightning Network. Donc, je vais revenir rapidement sur ces points. Le Lightning Network, c'est un réseau décentralisé qui est construit en surcouche du protocole Bitcoin qui permet de faire des paiements de pair à pair instantanés à très faible coût. C'est Bitcoin sous stéroïdes, entre guillemets. C'est Bitcoin très rapide, très peu cher dans l'idée, un réseau de pair à pair. Sur le Lightning Network, chaque transaction correspond à un transfert du coup entre deux nœuds Lightning via des canaux de paiement qui vont être ouverts ou fermés. Un canal permet d'échanger des fonds de manière quasiment instantanée off-chain et sans frais tant qu'il reste ouvert. Ça peut impacter les métriques relatives à l'activité du réseau. Pourquoi? Parce que tant qu'un canal est ouvert, vous pouvez vous envoyer des bitcoins entre guillemets à l'infini et c'est simplement à la clôture du canal que en écriture comptable, on vérifiera quelle est la différence, l'imbalance, le déséquilibre entre les deux sorties du canal, les deux nœuds et à ce moment-là, on saura quelle transaction a eu lieu finalement. Par exemple, si vous avez un nœud avec un bitcoin et un nœud avec deux bitcoins, vous envoyez plein de transactions et vous mesurez à la fin la différence entre le nœud à un bitcoin et le nœud à deux bitcoins. Et si vous voyez qu'il y a une différence, ça, ce sera justement pris en compte pour une transaction on-chain sur la blockchain de Bitcoin à la fermeture du canal. Donc, c'est quelque chose d'assez particulier. Le système de canaux de paiement bidirectionnel, il permet d'effectuer donc une infinité de paiements entre deux parties sans que chaque transaction ne soit inscrite sur la blockchain, ce qui évite les frais de transaction à chaque envoi, c'est bien vrai. Et donc, bien que les données relatives au Lightning Network qu'elles soient parfois imprécises et varient en fonction des fournisseurs de données, c'est quand même important d'étudier le Lightning Network pour avoir un aperçu global de l'usage monétaire qu'il y a eu sur le réseau Bitcoin. Et il faut savoir qu'au fur et à mesure des développements du Lightning Network, il va falloir interpréter de manière un peu plus prudente ou adapter en tout cas les interprétations qui sont liées au Lightning Network. Donc, petit disclaimer, les informations que je vous partage aujourd'hui, elles sont partielles. C'est difficile d'avoir un aspect global et il faut prendre en précaution les avantages techniques et technologiques futurs pour potentiellement estimer et évaluer les données de manière légèrement différente à l'avenir. Voilà, maintenant que ça c'est fait et qu'on a un petit peu de contexte, on va s'intéresser plus en particulier au Lightning Network, notamment à trois données qui vont nous intéresser ici, le nombre de nœuds et la capacité de ces nœuds, et le nombre de channels de canaux et la capacité de ces canaux, et ensuite le coefficient de Gini. Simplement sur la capacité c'est simplement le volume de BTC qu'un canal ou un nœud est capable d'accaparer en termes de volume de BTC. Si vous avez un nœud avec 2 BTC dessus, vous avez une capacité de 2 BTC pour ce nœud.
Et si vous avez 2 canaux par exemple sur ce nœud, et ben chacun des canaux peut avoir une capacité de 2, 1 ou des fractions de BTC. Je vais peut-être me faire arracher dans les commentaires parce que c'est un petit peu précis, mais voilà un exemple un peu de comment ça fonctionne. Donc le Lightning Network, c'est un réseau décentralisé qui est construit en surcouche de Bitcoin qui permet des paiements de pair à pair instantanés et à très faible coût. Ok, très très bien, ça on s'en souvient. Maintenant, ce qui nous intéresse, nous, ça va être la dynamique de croissance du Lightning Network, notamment les métriques relatives au nombre de nœuds et au nombre de canaux qui vont nous permettre de savoir si à un moment donné, en fait, il y a plus d'ouverture de canaux, s'il y a plus de nœuds qui sont présents, et s'il y a plus de nœuds sur un réseau en général déjà, c'est qu'il y a plus de sollicitation, plus d'activité, plus de personnes qui participent. S'il y a plus de canaux, c'est qu'il y a plus de transactions qui sont ouvertes. Donc ça veut dire qu'il y a de l'activité. C'est un proxy un peu imprécis qui nous permet de savoir que bon, à un moment, il y a quand même une certaine activité. Et ce qu'on peut observer ici, c'est notamment sur le nombre de nœuds que vous voyez ici en orange, avec leur capacité moyenne qui est ici en violet. Eh bien, entre les années 2021 et 2022, le nombre de nœuds Lightning, il a vraiment fortement augmenté. On l'a pu observer là, durant la phase finale du bull market de 2021, ensuite le ralentissement qu'on a connu en 2022. On a vraiment une explosion du nombre de nœuds. On est passé de 7000 en octobre 2020, on était à 7000, 8000 nœuds environ. Et quelques mois plus tard, on était à 20 000 en mars 2022. Donc ça fait en l'espace de quelques mois, 5 mois peut-être, quelque chose comme ça. Je suis pas très bon pour calculer les mois de l'année. Mais ça fait quand même 14 000 nœuds qui ont été ouverts. C'est énorme, c'est vraiment beaucoup. Ça signale qu'il y a un développement et une adoption significative du réseau Lightning à ce moment-là. Cependant, si on observe, en fait, juste après, la quantité totale de nœuds Lightning, elle a stagné. En fait, d'abord, elle a chuté, puis ensuite, après, maintenant, elle stagne. En fait, depuis un bon moment, on est bloqué entre, grosso modo, 15 000 et 17 000 nœuds, donc aux alentours des 16 000 nœuds depuis à peu près mars 2022. En fait, on a une croissance du nombre de nœuds qui est plutôt neutre. Donc il y a pas mal de nœuds qui ont été ajoutés durant le dernier bull market et depuis on a un nombre de nœuds qui est plutôt stable. C'est pas nécessairement un constat qui est délétère, en tout cas ça montre que pour l'instant il y a une certaine rétention des nœuds déjà existants mais qu'il n'y a pas d'ajout de nouveaux nœuds. Pour l'instant les usagers se contentent de ça, c'est pas trop mal. Donc maintenant la capacité moyenne de ces nœuds, donc le volume maximal de BTC qui est transférable via un nœud ou un canal Lightning, donc la capacité moyenne des nœuds Lightning présents sur le réseau, elle a aussi connu une augmentation assez intéressante entre 2021 et 2023, passant d'une capacité moyenne de 0,1 BTC à quasiment 0,3 BTC, voire même plus en l'espace d'à peu près un an. Donc tripler une capacité moyenne de nœuds, c'est quand même assez costaud. Après, il faut savoir qu'il y a des nœuds qui ont beaucoup plus de capacité que d'autres. Là, c'est une capacité moyenne sur l'ensemble du réseau, mais comme on va le voir un petit peu plus tard, en réalité, il y a pas mal de petits nœuds avec une légère capacité et il y a aussi d'énormes nœuds avec beaucoup de capacité et beaucoup de canaux, notamment pour des services, par exemple, je sais pas, au pif, Kraken qui supporte le Lightning Network, Bolt par exemple, Strike, pourquoi pas peut-être LN Market aussi, même s'ils sont pas référencés sur la map que je vais vous montrer plus tard. Mais bref, passons. Dans tous les cas, ce qui nous intéresse, c'est qu'on a eu une hausse ici de la capacité moyenne des nœuds, ce qui est plutôt positif, mais on a aussi une stagnation à peu près à 0,2, grosso modo, un peu plus 0,25 peut-être, depuis 2023. Donc en gros, depuis 2023, on a à peu près une stagnation en termes de nombre de nœuds et de capacité moyenne des nœuds Lightning sur le réseau. Ça, c'est notre premier constat. Donc une croissance, puis ensuite une stagnation. C'est pas nécessairement quelque chose de négatif. On arrive à conserver quand même une certaine activité et un certain intérêt, mais la croissance n'est pas continue, en tout cas elle est sur une forme de plateau en ce moment. C'est un constat, c'est comme ça, c'est ok. Maintenant, il y a aussi un autre aspect qu'on peut observer, ça c'est plus pour le côté un peu culture, mais c'est aussi intéressant à observer. La nature des nœuds Lightning en fonction de leur connectivité. Ça peut être quelque chose qui peut être intéressant aussi à observer. Donc même si le réseau Lightning il est composé de plein de nœuds, ces nœuds ils peuvent être connectés à différents réseaux, notamment des nœuds qui sont connectés au réseau Tor, des nœuds qui sont connectés au réseau IP Internet, non mais IPv6, IPv4, tout ça. Et on a aussi des nœuds dual, donc des nœuds avec qui sont IP et Tor à la fois. Et donc ce qu'on observe, c'est que la majorité du réseau Lightning aujourd'hui est encore sur des nœuds Tor, avec une grande majorité quand même. Dans l'ensemble, à peu près 2 tiers, on va dire un petit peu moins de 2 tiers, mais quelque chose d'assez important quand même. Et en fait, on peut observer qu'il y a une chute importante de ce nombre de nœuds Tor depuis 2023. Enfin, une chute importante, je dirais pas, mais une chute continue. En tout cas, on est passé de 11 000 nœuds Tor le 10 octobre 2022 à aujourd'hui 6 000. Donc en fait, il y a quand même une division quasiment par 2. Donc il y a quand même moins de nœuds Tor qu'à l'époque, mais il y en a quand même encore en majorité. Et on peut voir que le nombre de nœuds IP a tendance à stagner un peu, pareil pour le nombre de dual nœuds. Mais on a une hausse assez importante récemment du nombre de nœuds IP.
Et ça, je pense, mon interprétation personnelle, hein, encore une fois, corrigez-moi si vous avez des informations supplémentaires, mais j'ai pas réussi à glaner d'infos là-dessus pour l'instant. Eh bien, pour moi, ça suggère qu'il y a l'arrivée d'un ou plusieurs utilisateurs importants, peut-être des services de paiement ou des exchanges qui utilisent notamment des nœuds IP exclusivement, et du coup, ils seraient arrivés, ils auraient ouvert pas mal de nœuds et potentiellement déployer de la capacité sur ces nœuds pour un service. Donc il y a quand même une croissance là au cours de 2025. Hein. Ça commence le 1er juillet, ça stagne actuellement, mais on est passé de 1370 nœuds en juillet à actuellement 3000 nœuds. Donc on a doublé, voire même plus que doublé la quantité de nœuds IP sur le réseau Lightning. Donc ça, c'est aussi une dynamique qui est importante. On a quand même beaucoup de nœuds Tor aujourd'hui, ça reste la majorité, mais ils sont en chute continue depuis un petit moment, même si cette chute est lente, même si la pente est douce. Mais on a une croissance là depuis l'été, même si ça s'est stabilisé au cours des dernières semaines, mais on a quand même eu une croissance durant l'été 2025 du nombre de nœuds IP. Et ça veut dire, bah, du coup, il y a peut-être un déploiement de nouvelles activités qui nécessitent des nœuds IP sur le réseau, peut-être des activités qui nécessitent notamment légèrement plus de transparence, je sais pas. Ça, si vous avez des infos là-dessus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresserait d'aller un petit peu plus loin. Maintenant qu'on a regardé la nature des nœuds, la distribution un peu, on peut aller s'intéresser aux canaux, parce que du coup, un nœud peut avoir un nombre de canaux assez important quand même. Le nombre de canaux qui est ouvert, c'est donc un signe aussi de l'usage du réseau. Plus il y a de canaux qui sont ouverts, plus il y a de la liquidité qui peut circuler dans ces canaux. Et bah, plus il y a de canaux qui se ferment, c'est-à-dire que plus il y a de transactions qui sont en train de se clôturer, donc oui, c'est ça, simplement de chemins de transfert monétaire qui sont non présents, qui sont absents. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui va nous intéresser aujourd'hui, notamment parce qu'on retrouve exactement la même dynamique. C'est-à-dire qu'entre 2021 et 2022, la quantité de canaux de Lightning ouverts, elle a explosé. Vraiment, ça suggère encore une fois une adoption massive du réseau, mais vraiment très peu, quelques jours, hein, quelques semaines avant la chute de la plateforme TX. Bizarrement, je ne sais pas s'il y a une corrélation ou pas, je ne vais pas commencer à faire des théories là-dessus. J'ai pas trouvé d'infos, mais potentiellement il y a quelque chose, je ne sais pas. Ça m'intéresserait aussi de savoir si vous avez des idées. Mais juste avant la chute de la plateforme FTX, qui a marqué le début, plutôt la fin du bear market, vraiment la phase finale du bear market de 2022, eh bien ce chiffre, il a vraiment baissé de beaucoup. On a passé de 85 000 canaux à 68 000. Donc on a quand même perdu un bon peu de canaux dans cet endroit-là. Et cet événement-là, il a marqué le début d'une chute progressive du nombre de canaux Lightning ouverts, qui semble se stabiliser depuis peu d'ailleurs, mais dans l'ensemble, on a eu une hausse, puis ensuite une chute ralentie, et là on est en train de se stabiliser, et on est aux alentours des 50 000 canaux ouverts sur le réseau Lightning aujourd'hui, ce qui est tout à fait acceptable, hein. C'est les valeurs qu'on avait durant les phases finales du marché aussi de 2021. Donc dans l'ensemble, si on prend depuis début 2021, on a quand même à peu près 38% plus de canaux aujourd'hui qu'en 2021. Donc on pourrait argumenter qu'en l'espace de 4 ans, une augmentation de 38% du nombre de canaux, c'est pas énorme. Et donc, ça ne signale pas d'une adoption ou d'un usage particulièrement développé du Lightning Network. Encore une fois, l'idée, c'est que les usages actuels continuent d'être présents sur Lightning. Il n'y a pas plus entre guillemets, de développement. On ne le voit pas à travers ça parce que potentiellement, il y aurait moins de canaux. Et ça, c'était une théorie que j'avais. Et en fait, je vais vous inviter cette fois-ci, de manière très importante, à aller consulter le thread Twitter, parce que quand j'ai publié cet article, on m'a donné des informations supplémentaires, notamment Marius, qui a fait un bon boulot et qui a très bien explicité ici différentes informations, notamment dues à l'évolution du nombre de canaux. Donc je vous invite vraiment cette fois-ci à aller consulter le thread, à le partager, à le commenter, bien sûr, comme d'habitude, à interagir un peu, mais surtout à aller consulter les petits points, les petits éclaircissements qu'a proposé Marius. Puis je en profite pour le saluer, pour le remercier, pour remercier aussi Profit du Stream qui m'a pas mal aidé dans le gathering, je sais plus le mot, dans la quête, entre guillemets, des données que je voulais vous présenter. Donc, n'hésitez pas à aller les soutenir aussi, hein, ça me ferait plaisir aussi que vous allez faire un petit raid chez eux, un petit coucou chez eux. Si vous les connaissez pas, allez regarder leur contenu, ils sont très bien aussi. On retourne à nos moutons maintenant. Ce qui nous intéresse, encore une fois, c'est l'évolution. Après, l'interprétation, elle peut dépendre de beaucoup de facteurs, notamment de l'évolution technologique de l'usage du Lightning Network. Donc maintenant qu'on a vu que le nombre de canaux, il a augmenté, il a un peu baissé, mais dans l'ensemble, il reste un peu plus haut que durant le bull run dernier, et que bon, c'est une hausse qui est marginale, mais que bon, c'est quand même mieux à prendre que rien, eh bien, on peut aussi se poser la question, quelle est la capacité de ces canaux? Et cette fois-ci, on peut étudier la capacité à la fois en valeur BTC et à la fois en valeur dollar, parce qu'on va voir qu'évidemment, il y a une différence. La valeur BTC, elle ne change pas à travers le temps. Un BTC égale un BTC, comme on le sait très bien, mais la valeur en dollars, elle va changer beaucoup plus. Et donc, ce
qui va se passer, c'est qu'entre 2021 et 2025, la capacité moyenne des canaux Lightning, elle va augmenter d'à peu près 228% en unité BTC, mais par contre, elle va augmenter de 1100% en unité USD, parce que le marché a augmenté, le prix du BTC a augmenté. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important aussi. Et d'ailleurs, on peut voir qu'il y a une hausse majeure, et quand je dis majeure, c'est que vraiment pour moi, c'est une hausse là sur les derniers jours qui est hyper importante, hein, de la capacité moyenne sur les canaux Lightning. On est passé de 0,08 BTC le 30 octobre à actuellement 0,09. Bon, ça peut paraître 0,096 quasiment, ça peut paraître marginal pour certains, mais c'est quand même quelque chose que je considère important personnellement, de voir ce graphique-là et de se dire ouais, ça monte quand même, ça monte en flèche en ce moment. Et pour moi, ça suggérait qu'il y a un déploiement massif de nouveau capital sur le réseau, ou qu'il y a un nouveau, enfin de capital, plutôt de liquidité, dirons-nous, c'est-à-dire qu'il doit avoir un service Lightning qui doit être en train de se développer en ce moment, peut-être Arcade, je sais pas, mais qui est en train d'amener du coup des nouveaux canaux, des nouveaux nœuds et de la liquidité sur ces canaux pour performer ces services en fait. Donc ça, c'est quelque chose d'assez intéressant aussi. On a déjà quasiment fait le tour de ce que je voulais vous montrer sur le Lightning. Il y avait juste une dernière dimension que je voulais aborder avec vous, c'est l'aspect centralisation. Et ça peut faire grincer des dents parfois, parce que souvent on pense à l'aspect centralisation et à l'aspect sécurité. Là, pour le coup, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Moi, je vais juste simplement dire, est-ce qu'on peut dire que le Lightning Network, il est particulièrement centralisé ou pas? Et pour mesurer ça, on a une mesure statistique assez simple qui s'appelle le coefficient de Gini, qui permet de rendre compte de la répartition d'une variable au sein d'une population. Donc là, par exemple, ça va simplement être la répartition, par exemple, pourquoi pas géographique, du nombre de nœuds. Il me semble que là, c'est sur la capacité. Ouais, d'accord. Donc de la capacité, on prend la capacité totale du réseau Lightning et on va voir, par exemple, géographiquement, est-ce qu'elle est plutôt bien répartie, est-ce qu'elle est plutôt bien distribuée. Et plus elle sera concentrée, plus le score sera proche de 1, et plus elle est équitablement répartie et distribuée, et plus le score se rapproche de 0. Et donc, si on applique ça à la capacité disponible sur Lightning Network, cet indice, il se rapproche quand même beaucoup de 1, ça, c'est une valeur qui signale du coup de grandes inégalités dans la distribution de la liquidité à travers le réseau. Et pour illustrer ce constat, parce que ça peut peut-être paraître un peu flou pour certains, eh bien, MemPoolSpace permet et offre du coup une carte du monde des nœuds Lightning. Alors, il faut savoir que c'est une carte des nœuds Lightning Tor exclu. Donc, comme on s'en souvient au niveau des métriques de connectivité, ça ne prend pas en compte la majorité des nœuds du Lightning Network. Donc, encore une fois, c'est une métrique un peu faussée. On a une vision partielle seulement de ce qui se passe sur le réseau. C'est malheureux, mais c'est comme ça, on fait avec ce qu'on a. Et donc là, du coup, en prenant seulement les nœuds IP et Tor et les nœuds IP, c'est-à-dire à peu près un peu plus d'un tiers du réseau dans sa globalité, on est déjà capable d'avoir une certaine trace de où se situent les plus gros nœuds. Et on voit que en fait, le réseau, il est particulièrement, on va pas dire centralisé, mais en tout cas, il est multipolaire. C'est comme ça que je l'appellerais. Déjà, on voit qu'on a beaucoup de services et de nœuds Lightning qui sont dispatchés aux États-Unis sur la côte Est. Ensuite, on a énormément de choses en Europe. On n'a pas beaucoup de choses ensuite ailleurs. Hein. Et on a surtout des gros points. Par exemple, on a ici Kraken en Inde qui a 264 BTC de capacité sur 1138 canaux. Ici, un peu plus bas, on a OKEx, du coup, l'échange hongkongais avec 474 BTC sur 692 canaux, et ainsi de suite. Donc, vous voyez qu'on est sur un réseau qui est distribué, qui est multipolaire entre différents points. On peut parler d'une forme de centralisation partielle, ou du moins pas vraiment de décentralisation, plutôt de distribution, je sais pas. Mais dans l'ensemble, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une multitude de petits canaux un peu partout distribués sur Terre, mais vous allez retrouver la majorité des gros canaux et des petits canaux en Europe, notamment sur le côté Europe centrale, en fait, littéralement, hein, clairement, entre l'Allemagne, le Luxembourg. Voilà qui fait le tour de ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. J'espère que cette vidéo un petit peu différente des habitudes vous aura plu. J'aime bien aussi aborder un petit peu les aspects fondamentaux du réseau Bitcoin et aborder d'autres questions que simplement le marché. Donc dites-moi si ça vous plaît, dites-moi si vous voulez d'autres vidéos dans le style, si vous voulez qu'on traite un sujet différent dans les vidéos. Ça peut permettre d'autres crypto-monnaies que Bitcoin, hein, bien sûr, donc n'hésitez pas. On va faire le petit récapitulatif, bien sûr, ensemble, comme d'habitude. Donc, in fine, les données disponibles concernant le Lightning Network, elles nous indiquent qu'il y a une croissance du réseau, mais que cette croissance est en train de stagner, malgré le fait qu'il y ait des flux de liquidités, j'ai écrit capitaux, mais je préfère dire liquidités, qui continuent d'affluer. Donc, entre les années 2020 et 2021 et 2022, le nombre de nœuds Lightning il a fortement augmenté avant de stagner aux alentours des 16 000. De plus en plus de nœuds Lightning de plus, le nombre de canaux Lightning a également explosé sur la même période. Donc, on a eu
beaucoup de nœuds Lightning qui ont été ouverts entre 2021 et 2022. Évidemment, vu qu'il y a eu beaucoup de nœuds, il y a aussi des canaux sur ces nœuds qui ont été ouverts sur la même période. Mais cette fois, les canaux, ils ont entamé une chute plutôt progressive qui semble se stabiliser actuellement. Mais on a quand même une augmentation sensible depuis 2021 avec plus 38% de canaux supplémentaires par rapport à 2021 jusqu'en 2025. Entre 2021 et 2025, encore une fois, la capacité moyenne des canaux Lightning, elle a augmenté de 228% en unité Bitcoin, ce qui est déjà tout à fait remarquable, mais surtout elle a augmenté de 1100% en valeur dollar, c'est-à-dire que en fait, il y a de plus en plus de valeur qui est stockée dans le Bitcoin par rapport aux monnaies fiat, et donc ça c'est intéressant parce que du coup, vous pouvez envoyer encore de plus petites quantités de Satoshi pour la même unité de dollar, ça fait toujours plaisir. Et ça marque une augmentation significative des capitaux disponibles sur le réseau, notamment le fait qu'on ait une augmentation de 128% des unités Bitcoin, enfin de la capacité en Bitcoin du réseau. Ça, c'est quand même très très bien. Enfin, bien que le réseau ne soit pas quand même parfaitement décentralisé, il reste distribué entre différents pôles majeurs qui se concurrencent pour attirer les liquidités et l'activité. Et ces pôles sont situés entre la côte est des États-Unis et l'Europe centrale, notamment l'Allemagne et la Suisse. Voilà qui fait le tour de ce que je voulais vous présenter. J'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller consulter l'article gratuit directement sur le site de Cryptost. N'hésitez pas encore une fois à aller consulter les petites clarifications et les petites nuances que nous a apporté Marius et à partager à la fois ces informations et celles que je vous ai proposées sur le thread Twitter. Et bien sûr, pour ceux qui voudraient avoir plus d'informations, être plus accompagnés, apprendre et investir sur eux-mêmes, n'hésitez pas à venir nous rejoindre pour tester notre produit chez Cryptost Academy. C'était le Prof Chen. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À la prochaine. Ciao, ciao.